Cette génération-là a plus de compétences, de capacités que nous n'en avions parce qu'ils sont amenés plutôt à faire plein de choses différentes. Oui et non. Si on n'exprime pas, derrière, la frustration monte. Est-ce que tu as dû faire face à ce genre de situation dans ton exercice quotidien ? Malheureusement, oui, à plusieurs reprises. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je voulais avoir ton ressenti, ton regard sur le quotidien, en fait, avec ces enfants. Tu passes beaucoup de temps avec eux et tu as la mission, en tant qu'enseignante de français en collège, Grosse mission. voilà, de les accompagner, en fait, dans cet apprentissage. Exactement. Alors moi, je suis enseignante en collège, donc j'ai tous les niveaux, enfin plus particulièrement les 4e et les 3e, comme je te le disais. Mais à partir de la 6e, j'ai quand même une expérience assez longue, qui devient longue puisque ça fait 14 ans que j'enseigne maintenant en collège. Et donc, je vois tous les enfants passer dans mes classes. Quelquefois, je les ai plusieurs fois, entre la 6e et la 3e, au moins 2 fois. Et voilà, et je vois tous les profils d'enfants et toutes les forces et toutes les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer en classe. Voilà. Donc moi, cette année, j'aurai encore de nouveau les adolescents, les 4e et les 3e. Et puis des situations de classe très variées, très variables, avec des classes qui sont plus ou moins faciles, puisque je travaille dans un collège où il y a une belle mixité à tous les niveaux, et une mixité au niveau une grande hétérogénéité, on va dire, dans le niveau des élèves. Voilà. Ouais, c'est un bon défi. Quelque chose d'emblée, c'est qu'en fait, ton parcours est très particulier, puisqu'en fait, tu étais en ressources humaines en entreprise, avec Exact. des enjeux de communication, un accompagnement des enfants devenus grands qui, eux, ont choisi un métier, sont dans un environnement qui a aussi ses normes. Et tu as choisi assez tôt, par rapport à une reconversion professionnelle, qui pourrait être liée à, je dirais, une seconde partie de vie professionnelle, à une crise existentielle ou autre, tu as choisi avec l'envie d'aller vers l'enseignement. Alors, ce qui m'a motivée au départ, c'est une passion pour la littérature, pour les mots, justement. J'ai une formation littéraire puisque j'ai fait des classes préparatoires littéraires, mais c'est vrai que je m'en suis détournée puisque j'ai fait une école de commerce après, rien à voir. Et puis j'ai travaillé 5-6 ans dans les ressources humaines, à faire du recrutement, de la gestion des ressources humaines. Et c'est vrai que je ne me sentais pas à ma place, pas du tout à ma place. Et un matin, je me suis dit qu'il fallait changer tout ça et revenir peut-être à mes premières amours. Alors, je savais que ça allait être compliqué, mais finalement, ça s'est fait. Et après la naissance de ma fille, donc à 30 ans, je suis partie dans cette reconversion professionnelle. Je suis repartie sur les bancs de la Sorbonne pour pouvoir passer les concours. Et donc, j'enseigne depuis 14 ans maintenant. Donc, c'est un gros changement et que je ne regrette absolument pas, même si c'est un énorme virage. Mais je ne regrette pas parce que je me sens complètement à ma place dans ce métier-là, malgré les difficultés et l'énergie que ça demande au quotidien. Enfin, tous les métiers demandent beaucoup d'énergie. Moi, j'ai l'impression que ce métier-là me demande encore plus d'énergie que dans mes métiers précédents. Oui. Et un changement, un virage énorme au moment où tu accueilles un bébé, tu remets en question, tu te rechallenges sur tiens, j'ai fait un premier métier qui fonctionnait, qui était logique, dans une sorte de ligne continue par rapport à un parcours scolaire. Oui, tout à fait. Et tu fais un point de changement à ce moment-là. Une rupture, oui. Au moment où tu deviens maman et où tu as aussi énormément de choses à gérer, tu as rebattu toutes les cartes au final. J'ai rebattu toutes les cartes et ça m'a posé un certain nombre... Je me suis demandé si c'était le bon choix. Je me rappelle quand j'avais mon petit bébé dans les bras, c'était vraiment mes débuts d'enseignante. Et j'ai commencé en zone d'éducation prioritaire, donc dans un établissement quand même bien difficile. Et je me suis longuement demandé si j'avais pas fait une erreur, tout simplement, si j'avais fait le bon choix. Alors,
Les débuts ont été difficiles. Les 2-3 premières années ont été difficiles et puis après, j'ai eu la chance de demander ma mutation et peut-être de pratiquer mon métier dans des établissements faciles ou en tout cas, le contexte était plus favorable et puis l'expérience aussi a fait que je me suis habituée à un certain nombre de difficultés, de problématiques et c'est devenu de plus en plus fluide. Heureusement, c'est devenu de plus en plus fluide et aujourd'hui, je ne changerais pour rien au monde. Je suis très, très heureuse de ce que je fais. Encore une fois, je l'ai dit, mais je le redis, je me sens vraiment à ma place aujourd'hui. Voilà. En fait, tu t'es retrouvée face au miroir de ce qui s'était créé par rapport à un parcours scolaire et face à, je dirais peut-être une ancienne version de toi-même et celle qui essayait de pousser. C'est aussi l'élève, finalement, qui a contacté une envie d'adulte ou une facette peut-être explorée adolescente, tu lisais beaucoup, qui est ressortie d'un coup et s'est exprimée. Et en fait, tu t'es retrouvée à être entourée d'enfants nuit et jour. Un bébé qui se réveille la nuit, et puis la vie de maman, et puis d'être finalement aussi avec, d'une autre façon, avec des enfants toute la journée. Donc tu as fait un choix global. Oui, et puis alors c'est vrai que le fait d'être confronté à des enfants tous les jours, c'est très différent du fait d'être confronté à des adultes tous les jours et c'est exigeant, c'est prenant. Je compare souvent mon métier à du théâtre en fait, parce que j'ai l'impression d'être sur une scène de théâtre toute la journée. Et je suis en représentation toute la journée devant des classes de 30 élèves qui se succèdent heure après heure. Et c'est vrai qu'en entreprise, quand on est fatigué, quand on est un petit coup de mou, on arrive le matin, on prend un petit café et puis on se réfugie derrière son ordinateur, on consulte ses mails. On est un peu planqué, hein. Là, à partir du moment où j'arrive devant ma classe, où j'ouvre ma classe, où j'installe mes élèves, je dois les tenir. Alors, c'est vrai que le terme est un peu... Mais c'est ça, je dois les tenir, je dois tenir ma classe. Et puis, les regards sont braqués sur moi et ils sont en attente de quelque chose. Ils sont en attente d'activité, ils sont en attente de savoir. Voilà, je suis là pour animer. Tu portes beaucoup. Ça me va. Oui, ça, c'est bien de le dire aussi. C'est très bien. Vous portez beaucoup. On vous confie une tâche qui est, je dirais, tellement conséquente. Vous portez une classe, le référent principal durant un temps qui s'enchaîne avec différentes classes, avec différents enjeux, j'imagine. Mais en tout cas, vous êtes le point d'attention principal et en même temps, celui qui capte le regard, qui doit capter le regard et qui est sous les regards. Donc, c'est un moment qui est intense aussi. Oui, c'est d'énergie. Oui, alors c'est un moment qui... Ça prend énormément d'énergie. Après, il y a des moyens, pas de se reposer, mais j'essaie de faire en sorte aussi... Alors, évidemment, j'anime le groupe classe, mais c'est vrai que j'essaie de me détacher du modèle traditionnel, du cours très académique, avec le professeur devant son tableau qui fait cours à des élèves qui sont assis sur leur chaise pendant 50 minutes et qui est au centre de l'attention. J'essaie de faire en sorte que l'attention se porte beaucoup sur les activités et se porte sur les élèves entre eux. Donc, ce que je propose beaucoup, c'est des activités en groupe, en îlots, ce qu'on appelle ça des îlots. Et j'ai la chance d'avoir ma classe qui est à peu près dans l'établissement où j'enseigne la même tous les ans. Donc j'ai mon espace et je fais des îlots comme ça de table avec des élèves finalement qui sont face à face, qui sont face à moi mais qui sont eux face à face, qui interagissent. Et je suis là en tant qu'animatrice pour proposer des activités à faire, évidemment, parce qu'il y a du travail à faire. Mais finalement, je coordonne, je passe de groupe en groupe, je vois comment les activités sont faites, quelles sont les interactions entre les élèves. Et après, ce que je fais généralement après un temps, c'est que j'organise une restitution. Là, évidemment, je reviens au centre de l'attention pour, les écouter, 2, compléter en termes de savoir et leur apporter à ce moment-là des choses qui peuvent être manquantes, parce qu'il y en a toujours.
Et là, on arrive à une synthèse, à un bilan qui est satisfaisant, mais tout est parti d'eux. Tout Voilà, par deux. tout par deux. Alors, tout par deux, il faut être là, et c'est ça qui est délicat, qui est difficile, c'est qu'il faut être là en apport de savoirs fondamentaux, parce qu'il y a des savoirs fondamentaux, évidemment, mais il faut aussi que les choses viennent d'eux. Si ça ne vient pas d'eux, ça n'imprimera pas. Ils ne les intégreront pas, ces choses-là. Donc, il faut qu'il y ait un mélange bénéfique, en fait. Alors, avec tout ce dont on entend parler au niveau des médias depuis pas mal d'années, est-ce que c'est de plus en plus dur d'enseigner en collège? Et comment ça a changé, à ton sens? Alors, oui, c'est plus dur d'enseigner en collège. Moi, ça fait 14 ans que j'enseigne, donc j'ai vu une évolution. J'ai vu une évolution, allez, je dirais que depuis 6-7 ans, c'est plus compliqué. C'est pas seulement plus compliqué depuis la pandémie, c'est compliqué depuis un tout petit peu plus longtemps. Pourquoi? Parce que, pour plein de raisons. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont fait un petit peu du mal aux enseignements fondamentaux aussi. Alors bon, sans rentrer dans le débat, c'est vrai qu'il y a moins d'heures de français, par exemple, au collège. Il y a de plus en plus d'élèves en difficulté. Il y a, alors, et quelquefois, le contexte familial joue aussi. Il y a des élèves qui arrivent en classe qui ne sont pas dans une concentration optimale, parce que c'est normal, ils ramènent en classe les problèmes de la maison, parce qu'il y a les réseaux sociaux aussi, Ouais. et que c'est peut-être le principe. Un des problèmes majeurs, c'est que les élèves ont un mal fou à se concentrer sur des activités. Le niveau de concentration est très faible, très très faible sur les activités. Avant, c'était 10 minutes. Maintenant, si on arrive à les tenir 5 minutes sur une activité, c'est vraiment, vraiment le bout du monde. Mais c'est normal. Ils zappent en permanence, ils s'envoient des messages, ils vont sur les réseaux, ils sont sollicités par 1000 choses à la fois. Et on les critique, on leur en fait le reproche, et on le déplore. Mais nous, on fait notre propre autocritique, on s'aperçoit qu'on le fait aussi beaucoup en tant qu'adulte. Oui. Et donc, comment reprocher à des enfants qui sont qui sont en train de se former, voilà, qui sont en train de grandir, qui sont en train d'expérimenter de plein de choses, comment leur reprocher ce que nous-mêmes, on n'arrive pas, on arrive difficilement à faire, à savoir se concentrer à La cohérence. Dans ton ressenti, dans ton expérience, est-ce qu'à ton avis, la cause principale, ce sont les réseaux sociaux? Le cartable contient les téléphones. Alors, le cartable contient les téléphones sont éteints, normalement. D'accord. Au collège, les téléphones sont éteints. Mais la vie d'un adolescent ne se limite pas au collège, donc ils rallument leur téléphone, évidemment, en sortant. Et oui, je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont dus aux réseaux sociaux. Le problème de concentration en classe, ça, c'est certain. Tout leur paraît, toutes les activités leur paraissent trop longues, pas suffisamment ludiques, pas suffisamment attractives. Donc on joue aussi, on essaie d'y remédier en tant que professeur avec des activités pédoludiques. Alors, ludique, j'aime pas trop cette expression, parce que le tout ludique me déplaît fortement, mais il faut réussir à trouver un juste milieu. Et oui, les réseaux sociaux sont un problème, parce que à la maison, les problèmes qu'ils ont en classe, les problèmes interpersonnels, les problèmes relationnels qu'ils peuvent avoir en classe, ne s'arrêtent pas à la sortie du collège. Ils les ramènent à la maison. Ils échangent beaucoup sur les réseaux, jusque tard dans la nuit. Souvent, ils manquent de sommeil. Ils dorment pas suffisamment. Ils arrivent en cours le lendemain et ils sont très fatigués. Moi, je le vois. Donc, Donc moins présents, donc moins attentifs. Donc c'est un cercle vicieux. Et puis il y a à cause des réseaux sociaux, des problématiques de harcèlement qui se sont terriblement accrues ces dernières années aussi. le téléphone duplique les problèmes d'une certaine façon. Il leur donne une perspective qui, en plus, au sens d'un ado, de ce que ressent un ado, ça prend en lui des proportions bien, bien supérieures, et les problèmes ne se résolvent pas par des échanges sur téléphone. Les problèmes, ils sont résolus
parce qu'il y a des référents adultes, parce qu'on parle Mm. de ces soucis qui existent, mais on fait quoi collectivement? Parce qu'en fait, dans tout ce bric-à-brac de problématiques collectives, parce qu'en réalité, on fait tous aussi comme on peut, Mm. les téléphones font partie de leur environnement. On est bien content de pouvoir les joindre aussi quand à la sortie du collège, il y a un besoin parce qu'il n'y a plus de cabine téléphonique. Mais logistiquement, ça devient un enfer. Oui. Donc à partir, je dirais, tu pourras peut-être me confirmer, mais à partir de 11-12 ans, l'enfant qui n'est pas équipé, ça commence à devenir rare. Mais dès la 6e, ils ont un téléphone dès la 6e de Ouais. toute façon. Mais c'est une attention collective, c'est une attention des parents nécessaire pour limiter la casse. C'est une attention des enseignants, c'est une attention des conseillers principaux d'éducation. Et ça dépend vraiment des établissements. Et des établissements, moi je sais que dans mon établissement, on est très attentif à ces problématiques de téléphone, de harcèlement, tout ça. Et on est très en lien, on travaille vraiment en proximité avec les parents, donc on arrive à les tuer dans l'œuf ou à les régler. Mais c'est pas le cas partout, hein, l'actualité nous a montré, c'est pas le cas La partout. clé, c'est la communication. Complètement. Alors, dans cet état de fait, puisque les téléphones sont là, les réseaux existent, on n'est pas déconnectés, ni nous, ni les enfants. On est obligé de faire avec. Tous, nous faisons avec. Quelle serait ta solution dans ce que tu constates? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu te dis là, on pourrait faire quelque chose pour que, tout simplement, on ait une vie équilibrée, puisque c'est l'harmonie qu'on recherche à ce niveau-là. Ce n'est pas de les couper de la vie. De toute façon, on ne peut pas. On peut limiter leur utilisation, mais on ne peut pas faire sans. J'ai pas de solution miracle, là. Si la solution miracle existait, ce serait formidable et je l'appliquerais et tous les enseignants l'appliqueraient. Par rapport à ce que tu as dit, excuse-moi Elena, mais en fait, c'est la cohérence. La cohérence, en fait, de la même façon qu'on déplie une cohérence dans un programme éducatif lié à une matière, c'est la cohérence de ce qu'on leur montre, de la présence aux choses que nous avons sur les temps où nous sommes avec eux et pas seulement. Et du coup, on a peut-être plus de chances d'imprimer une autre façon, une autre attitude vis-à-vis en fait du téléphone pour ne pas créer de dissonance et que l'enfant dise finalement intérieurement, consciemment ou pas, bon, ok, je fais pareil, j'ai le droit aussi, je suis grand, je suis grande, et ça fait partie d'un attribut qui fait partie aussi du sac des adultes et qui montre que je vais vers mon autonomie. Donc la cohérence, c'est un mot-clé en tout cas que je retiens de mon côté. Et puis, vigilance aussi. Vigilance. Parce que c'est vrai que nous sommes à la maison et vous à l'école, les points de contact avec les soucis qui peuvent exister dans la vie. Il faut une attention à l'école. Il faut une attention permanente. Alors, c'est vrai que quand on enseigne, on est là pour transmettre des savoirs, mais il faut une attention permanente à l'enfant et aux individus en construction qu'on a en face de nous. Donc, je sais que quand je les vois arriver le matin, les yeux ensommeillés ou embués de larmes ou je ne sais quoi, je pose toujours la question, est-ce que ça va qu'est-ce qui se passe? J'essaie vraiment de faire en sorte où je garde des élèves à la fin du cours quelquefois pour communiquer avec eux. Donc, je vais beaucoup vers eux, je leur parle énormément. Alors, ils me parlent ou pas. Quelquefois, ça fonctionne, quelquefois, ça ne fonctionne pas. La plupart du temps, ça fonctionne quand même parce qu'il y a une relation de confiance qui se met en place. Et voilà, donc ça, effectivement, cette vigilance-là, communication, vigilance, c'est extrêmement important. Et après, pour faire face au manque d'attention qui est dû justement à l'utilisation des téléphones, aux réseaux, etc., je pense qu'en classe, en tout cas moi c'est ce que je fais, je propose des activités qui sollicitent différents supports. Voilà, donc déjà je n'écris plus au tableau Velleda avec mon crayon Velleda, je projette, je tape le cours en même temps que je leur parle. Voilà, donc j'utilise beaucoup de codes couleurs, je fais beaucoup appel à des activités peut-être plus qui accrochent l'œil, à des activités de groupe, je l'ai dit, à des supports musicaux, à des supports picturaux. Alors en français, on a cette chance-là de pouvoir justement solliciter plein de supports, donc de l'analyse d'œuvres d'art, une chanson qui va entrer en résonance avec
avec un texte. Et du coup, on relance l'attention comme ça. Tu laisses amortir. On relance l'attention comme ça. Mais ça demande un travail de préparation qui est extrêmement important parce que je propose un texte. Donc, il y a le contact avec les mots, avec la langue. Et puis, en parallèle, je vais proposer une activité d'orthographe qui peut être un peu rébarbative pour certains. Mais je vais contrebalancer avec un support auditif, donc une musique qui entre en résonance avec. Voilà, et j'essaie d'orchestrer quelque chose un tout cohérent de façon à maintenir l'attention. Quelquefois, ça fonctionne, quelquefois, il y a des séances qui ne fonctionnent pas, mais je teste. Je teste en permanence des choses. Et il y a un truc qui me vient, c'est qu'en fait, les générations ont l'air d'avoir un truc auquel on peut faire appel. C'est la flexibilité du cerveau de passer d'un truc à un autre. Oui. Et ça, en proposant une approche multi-support, une approche basée sur l'écoute de ce qu'ils sont, j'ai envie de dire du codage auquel ils essayent aussi de se conformer, puisque il y a l'information qui bouge très vite, c'est leur contexte. Ils sont arrivés, ils ont en même temps des parents qui sont pas forcément, ou un environnement qui n'a pas forcément pris l'ensemble de cette information-là. Et donc, ils ont un atout de flexibilité que l'on peut aussi honorer parce que ils sont ça fait partie d'eux. Ils sont beaucoup plus flexibles que nous l'étions. Alors, bon, beaucoup disent que cette génération-là a plus de compétences, de capacités que nous n'en avions parce qu'ils sont amenés plutôt à faire plein de choses différentes. Oui et non. Ils savent faire plus de choses, mais les savoirs fondamentaux en pâtissent aussi beaucoup. Donc, il faudrait trouver le juste milieu. C'est vrai qu'ils sont flexibles, ils sont capables de switcher d'une activité à une autre parce que, voilà. Mais en même temps, ils ont des difficultés à se concentrer, on l'a dit. Et puis, du coup, les savoirs fondamentaux qui sont quand même importants, c'est un socle pour pouvoir appréhender la suite, ils ne sont pas là, ou en tout cas, c'est mouvant. Il faut qu'ils puissent quand même avoir ce socle-là. C'est un point de rebondissement, c'est une compétence, et ça va peut-être aussi leur faire du bien d'entendre ça. Oui, c'est une compétence qui va leur être utile pour être adaptable dans la vie, pour peut-être faire des choix aussi un petit peu plus pertinents pour soi-même à un moment donné, avec ce côté aussi très assuré qu'ils ont, et puis un juste équilibre entre, tiens, cette compétence, elle peut rentrer dans le cadre d'un apprentissage pour justement leur faire passer ce pourquoi ils sont là, présentement dans le cours, c'est-à-dire, voilà, on essaye d'apprendre des mots, on a l'orthographe, la grammaire, et je suis ici pour vous apprendre avec mon planning aussi et mon programme, les notions qui sont clés pour pouvoir passer aux classes supérieures et puis pouvoir être autonome. Parce que le français, c'est aussi le moyen de communiquer dans chaque pays la langue, mais si on n'a pas les outils d'expression, le vocabulaire surtout, c'est le vocabulaire. À notre pays d'appartenance, c'est compliqué. Et si on n'exprime pas, derrière, la frustration monte, la colère, et dans un âge particulièrement à l'adolescence où l'identité s'affirme et où on ne sait peut-être pas réellement comment exprimer déjà avec beaucoup d'émotions le vocabulaire est essentiel pour exprimer les émotions, et on s'aperçoit effectivement que là où les élèves ou les enfants manquent de mots, manquent de vocabulaire, n'ont pas les mots à mettre face à leurs émotions, effectivement c'est la violence qui l'emporte. C'est la violence, qui est un aveu d'impuissance en fait, c'est la frustration, l'aveu d'impuissance, donc ça, c'est fondamental de travailler à ce que les enfants aient justement les mots pour le dire. Alors, on parlait du harcèlement. Est-ce que tu as dû faire face à ce genre de situation dans ton exercice quotidien ? Oui, malheureusement, oui. À plusieurs reprises. Et c'est des choses, on en a parlé tout à l'heure, c'est des choses qui nécessite la contribution, en tout cas l'action des parents, du personnel scolaire, des enseignants. Donc tout le monde doit être très vigilant.
Après, depuis quelques années, il y a en plus une commission harcèlement dans les établissements scolaires, dans les collèges, qui est composée d'élèves et qui, du coup, eux, comme ils sont au contact de leurs camarades, ils arrivent aussi à déceler plus facilement que nous, adultes, souvent ces situations-là. Ils nous les remontent, ils nous en font part. Et quand ça arrive, en tout cas les situations que moi j'ai été amenée à vivre, euh, alors oui, les harceleurs sont très sévèrement punis, souvent exclus. Enfin bon, il y a tout un tas évidemment de sanctions qui sont prises. Mais quand on approfondit, quand on creuse un petit peu ces situations de harcèlement, elles sont extrêmement complexes. Alors, l'infirmerie et les conseillers principaux d'éducation sont aussi des relais d'information. Aussi, bien sûr, tout le personnel d'éducation. Les enfants, tous unis dans la même barque. Oui. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a des situations complexes. J'ai été amenée, alors je ne dis pas que c'est la majorité des cas, mais quelquefois, il y a des élèves qui se disent, alors, il faut démêler le vrai du faux, qui se disent harcelés et on se rend compte après enquête ou en creusant que ce sont eux les harceleurs. Donc le harcelé est un harceleur, que tout ça est très, très compliqué. On revient toujours au fait de pouvoir nommer correctement. Après avoir nommé, c'est est-ce qu'on est bien dans cette situation et dans la définition de ce qu'est le harcèlement. Et puis d'un individu, d'un enfant à un autre, une réflexion, une situation ne va pas être vécue de la même manière, parce que chaque enfant a sa sensibilité, sa façon de réagir. Pour certains, une réflexion ou deux ne va pas constituer une forme de harcèlement. Pour d'autres, oui. Je minimise absolument pas, mais c'est compliqué et il faut beaucoup en parler. Et alors, le harcèlement peut mener à des situations de désespoir extrême, comme le suicide d'un enfant. Oui, évidemment, ça peut arriver. C'est même alors, je ne sais pas si c'est plus fréquent, mais c'est quand même trop fréquent. Oui, évidemment, ce sont des situations extrêmes et on essaie de faire en sorte, en tout cas, de ne pas en arriver là. Mais c'est tout un travail, encore une fois, c'est tout un travail en amont. Mais j'insiste, c'est vraiment une attention de tout le personnel éducatif, de tous les enseignants. On n'est pas forcément tous très attentifs. Moi, je vois les élèves 4 fois, 5 fois dans la semaine, donc je les vois quand même très fréquemment. C'est vrai qu'un professeur de français ou un professeur de mathématiques qui voit souvent les élèves va peut-être voir, quoique je dis ça, davantage les choses qu'un professeur de SVT qui voit l'élève une fois dans la semaine. Parce qu'on les voit fréquemment. Maintenant, c'est peut-être complètement idiot ce que je dis. Et non, je pense que en fait, tous les enseignants sont capables d'identifier ça, mais le principal... Mais la périodicité compte parce que quand on y réfléchit, en tant que parents, nous avons un contact quotidien avec nos enfants qui permet de poser 2-3 questions, voir des signaux, d'essayer en tout cas, avec notre regard à nous, de faire une passerelle pour dire « Tiens, comment te ressens-tu ?» Voir qu'il est contrarié. Essayer, et c'est très compliqué. Les parents ne sont pas les mieux placés, les parents sont pas les mieux placés et souvent culpabilisent parce qu'ils n'ont rien vu, parce que les enfants, les adolescents, cette capacité-là aussi, ils ont leur monde à eux et ils cachent beaucoup les choses. Un enfant à la maison, c'est pas un enfant à l'école. Ils sont très différents souvent et ils sont capables de cacher leurs émotions, de faire comme si de rien n'était. Donc, on voit des parents culpabiliser beaucoup alors que, malheureusement, ils n'étaient pas armés. Voilà, ils n'avaient pas Même en allant chercher des informations, c'est compliqué. Les enfants, en grandissant, ne nous disent pas tout, ne nous montrent pas tout. On sait à quel point c'est difficile aussi, parfois pour nous-mêmes, de contacter le ressenti à un moment donné. On est impuissant face à ça. Oui, et donc encore une fois, on en revient à... Je pense qu'il y a une forme de partenariat qui doit se tisser entre les parents et les enseignants. Moi, dans mon métier, alors je suis professeure principale tous les ans d'une classe, soit de 4e, soit de 3e, mais même en tant que professeur de français, il m'arrive quand même très régulièrement de prendre mon téléphone et de passer un petit coup de fil à papa ou à maman parce que j'ai vu que tel ou tel élève, ça n'allait pas. Bon, alors, pas sur une séance, mais... Quand il y a plusieurs séances où je vois que l'élève est assez renfermé, qu'il y a des petites moqueries de la part de camarades, quand je perçois qu'il y a quelque chose qui est en train de déraper, souvent je passe un coup de fil.
J'alerte en disant, bah voilà, j'ai perçu ça. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais je préfère me tromper plutôt que de passer à côté de quelque chose. Et la note n'est pas toujours un signal d'alerte. Est-ce Non. que c'est systématiquement un signal? Est-ce que les éléments finalement Ça peut l'être. non valorisés ou je dirais non externes sont tout aussi importants et c'est Ça une me sorte de Alors, projection multifacette. la note n'est pas toujours un signal, elle l'est souvent quand même. Quand on constate une baisse des résultats sans raison ou une baisse très rapide des résultats, généralement, il y a quelque chose qui se joue. Alors, c'est peut-être simplement la crise d'adolescence et un relâchement. C'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus grave, mais là, il faut creuser. En tout cas, il faut en discuter effectivement avec les parents. Ça peut être une prise de poids, une perte de poids, souvent. Ça peut être un élève, un enfant qui arrive en classe et qui ne veut plus s'installer, qui ne veut plus être à côté de son camarade parce qu'il s'est passé quelque chose. Il refuse de dire quoi, mais je ne veux plus être assis à côté de telle personne. Donc bon, là, hop, on se met en mode alerte tout de suite. Et puis, on essaie de demander aux délégués, aux camarades, il s'est passé quelque chose. Voilà, on y va vraiment par petites touches pour essayer de détecter ces situations-là et d'agir. Alors, comme la clé est collective et qu'il t'arrive d'alerter des parents de signaux que tu as pu détecter par rapport à un mal-être d'un enfant, comment cela se passe-t-il? Est-ce que c'est bien accueilli, cette communication, je dirais, un petit peu en dehors du champ de l'école? Précieuse aussi. Toujours très bien accueilli parce que, alors, moi, je me rappelle qu'au début, à mes débuts d'enseignante, je marchais un petit peu sur des œufs parce que justement, on sort de la sphère éducation, instruction, savoir pour finalement pas s'immiscer dans la vie des familles. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu de... on va à la pêche aux informations aussi et puis on essaie de savoir comment ça se passe à la maison, mais on n'a pas besoin finalement d'aller très loin et de poser des milliards de questions puisque les parents généralement sont très contents qu'on les appelle, très contents d'être en contact avec l'école de façon générale. Il manque beaucoup de ce contact-là. Ils ont besoin d'un retour sur ce qui se passe pour leur enfant en classe et ce qui se passe au collège. Donc ils sont souvent contents, voire soulagés qu'on les contacte. Qu'on leur pose aussi des questions et puis c'est un échange d'adulte à adulte pour le coup, donc c'est assez fructueux comme échange. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des parents qui m'avaient reproché quoi que ce soit ou d'appeler ou de crier au loup alors qu'il n'y avait rien. Et comment l'enfant le prend-il? Lorsqu'il revient en cours, est-ce qu'il montre un changement de comportement? Est-ce qu'il dit « Ah, c'est sorti de mon cadre, finalement, ce que je vis dans le milieu scolaire a été partagé à l'extérieur ?» Parce que parfois, c'est aussi l'endroit où on peut se défouler, dans l'un ou l'autre, en fait. Alors, sur les thématiques de harcèlement, on reste sur ce sujet-là. Oui, alors, on était le mal-être, parce que il y a plusieurs choses. Oui, je parlais aussi des enfants qui profitent d'avoir une sorte de brèche à droite à gauche. Parfois, c'est à la maison que ça dérape, parfois, c'est à l'école. Et du coup, ils sont assez peu, peut-être, dans ce cas-là, enclins parce que il y a un partage d'informations, mais revenons plutôt au harcèlement parce que sur le mal-être, c'est un... Moi, je sais que les quelques fois où j'ai pu appeler des parents parce que l'élève était donné des signaux de malaise ou de mal-être, les parents le prennent bien, mais c'est vrai que l'élève peut avoir l'impression d'être trahi. L'enfant peut avoir l'impression d'une trahison. Mais non, en fait, je vous ai rien dit de particulier. Pourquoi avoir appelé mon père, ma mère pour échanger là-dessus? Ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, il faut en discuter assez longuement avec l'enfant et lui faire comprendre que c'est dans son intérêt. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller avec ses gros sabots, mais y aller vraiment par petites touches et lui faire comprendre que on est là pour lui, pour l'écouter, mais qu'on est des référents adultes et que... Si moi j'en ai discuté avec papa ou avec maman, c'est parce qu'on se soucie, on a le souci de son bien-être et on veut que ça se passe bien. Donc généralement, ça finit par rentrer dans l'ordre. Mais oui, il y a des élèves qui réagissent pas forcément très, très bien parce qu'il y a une intrusion dans la sphère privée aussi. Et puis, ils ont souvent deux mondes bien séparés, la maison et l'école, le collège, et ils ne veulent pas qu'il y ait une collusion entre les deux. Voilà, ils veulent que ça reste deux univers bien séparés.
Donc, tout appel passé aux familles, à papa ou à maman, quelle que soit la problématique, est vécu comme une intrusion, comme une agression. Et donc là, il faut beaucoup parler. Beaucoup parler. Oui, à la fois, il sent l'attention qui lui est portée, certainement, Oui, ou peut-être pas encore, ou peut-être pas de la façon dont il là, souhaite. il s'en rend compte après coup. Ouais. Donc c'est appréciable. Mm. Et en même temps, je C'est ça. sais pas que finalement le terrain émotionnel ou le terrain comportemental, c'est-à-dire les à côté de la matière, transparaissent dans les relations Oui, c'est ça. qui unissent l'école C'est à ça. la maison. Toujours, tout est toujours affaire d'émotion, d'expression. Il y a une matière et puis il y a tout ce qu'il y a autour, les éléments périphériques qui sont tellement importants. Moi, je ne gère que des émotions. Balancier. Je ne gère que des émotions. Je gère les émotions, oui, parce que ce sont des adolescents et que c'est un énorme... ce sont des volcans. Tous, autant qu'ils sont, même ils sont plus ou moins sensibles, plus ou moins ils ont chacun leur tempérament, mais ce sont des volcans d'émotions contraires, souvent. Et nous, c'est notre rôle en tant qu'adultes de leur apprendre à les gérer, de leur apprendre à prendre du recul, de les rassurer, beaucoup les rassurer. Même si je trouve que c'est paradoxal, mais le monde est anxiogène, oui. Mais les enfants, oui, il y a des problématiques de harcèlement, oui, il y a des difficultés. Je trouve que c'est une génération qui a confiance en elle. Alors bon, après je parle des adolescents, mais même les jeunes adultes aujourd'hui, j'ai l'impression, sont plus confiants, sont plus libres que nous ne l'étions, je pense, parce qu'on était peut-être plus dans des carcans ou dans des... J'ai cette impression-là aujourd'hui. Ils n'hésitent plus à exprimer leurs souhaits, leurs désirs, ils ont de l'assurance. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Nous, on répondait beaucoup aux désirs de nos parents, on suivait telle ou telle formation, on s'engageait dans une voie professionnelle. Tout était presque tracé. Voilà, il y avait quelque chose d'assez linéaire. Et eux, non. Eux, ils ont le souci d'équilibrer vie professionnelle et vie privée aujourd'hui, d'exprimer leurs désirs, de dire oui, moi, je veux avoir une vie équilibrée. Ils identifient beaucoup plus facilement que nous, à leur âge, ce qui est fait pour eux et ce qui ne l'est pas. Donc, souvent, on a un discours très catastrophiste sur les adolescents et les jeunes adultes d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas cette vision-là. Je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Ils identifient leurs besoins et questionnent les modèles préétablis. Exactement, plus. C'était très intéressant tous ces échanges. Merci beaucoup pour ce que tu as apporté sur le sujet. Est-ce que tu as un dernier conseil, astuce pour nous les parents, de façon à ce que l'apprentissage à l'école vis-à-vis de la matière et des enseignants puisse se faire de la façon la plus fluide possible et qu'ils rapportent finalement aussi ça à la maison avec des parents qui peuvent peut-être aussi aider à assurer cette ligne d'apprentissage entre la vie, l'école, les savoirs, la connaissance. Ouais. J'ai remarqué que ça fonctionne quand les parents s'intéressent tout simplement à ce que font leurs enfants en classe. Quand ils suivent, quand ils regardent les cahiers, quand ils suivent, alors c'est très basique, mais quand ils regardent les devoirs, qu'ils passent derrière, mais pas forcément pour corriger, pour vérifier que c'est fait, etc. Mais simplement, je pense que c'est très important que les parents s'intéressent, posent des questions à leur enfant. Qu'est-ce que tu as fait en classe? Qu'est-ce que tu as appris? C'était intéressant, pas intéressant? Et pourquoi c'était pas intéressant en fait? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Voilà. Et puis, il y a des échanges qui peuvent se faire à table le soir. Je pense que c'est extrêmement important. Donc oui, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est intéressez-vous à ce que fait votre enfant en classe. Voilà. À ce qu'il ressent, à ce qu'il fait en classe. Après, je sais pas, j'ai peut-être raté une partie de la question. Du coup. La présence à ce que l'enfant est dans son environnement scolaire où il est invité à apprendre, tout en ayant un point d'attention sur l'être qu'il est en train de devenir, sur
l'être qui se connaît peut-être un peu plus chaque jour dans les expériences qu'il fait, et l'expérience de l'école, ça en fait partie, mais c'est pas l'ensemble de ses expériences, pour pouvoir justement avancer sereinement, faire des choix peut-être qui lui seront plus intérieurs et lui correspondront davantage, avec tout ce bénéfice de, je dirais, de tous les côtés, de tous les adultes qui sont autour, pour l'accompagner à être... Et puis, il y a autre chose aussi, une dernière chose. Je vois beaucoup de parents qui ont peur, en fait, qui sont stressés, qui sont dans une anxiété permanente par rapport à ce qui se passe au collège, par rapport à la vie, à la société, voilà, au réseau, etc. Alors, c'est difficile d'agir sur cette peur-là, mais j'aurais envie de dire, faut faire confiance aux enfants. Faites confiance à votre enfant, en fait. Même si c'est difficile, même s'il y a les réseaux, même s'il y a tout ça, en fait, c'est un passage. C'est un passage. J'ai tellement vu, je croise des anciens élèves qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, qui étaient addicts au réseau, qui sont sortis de thématiques de situations de harcèlement, vraiment des situations difficiles. Quand je les recroise plus tard, ça va. Ça va, ce sont des gens qui sont des adultes, de jeunes adultes responsables, bien dans leur basket. Donc, il ne faut pas oublier que l'adolescence aussi, c'est un moment, c'est un passage. Et que c'est pas parce que c'est difficile, voire même très difficile pour certains, que c'est fichu. Donc, il faut se tranquilliser, mais essayer de dompter ses peurs, communiquer, parler, faire au mieux, et puis ne pas se flageller en permanence sur ce qu'on a raté avec son enfant, faire confiance aussi à son enfant, à son potentiel. On fait comme on peut, on ne fiche pas. Non. On ne garde pas les encres négatives, finalement, d'un état très spécifique de l'adolescence ou qui ne permet pas réellement, en fait, la suite. Et ça fait du bien à tout le monde. On s'allège aussi en avançant plus sereinement, bien sûr, tout en donnant le poids qui lui est justifié aux événements aussi. Alors, c'est ça. Il faut aussi, évidemment, traiter les problèmes quand ils sont là, quand il y a une situation de harcèlement, des choses graves comme l'anorexie, comme il y a beaucoup de situations comme ça. Évidemment qu'il ne faut pas les minimiser, évidemment qu'il faut les traiter, mais c'est toutes ces choses-là ont une fin, à plus ou moins longue, brève échéance, mais ça finit à un moment donné. À un moment donné, on voit la lumière au bout du tunnel. Quelle joie de voir des élèves qui ont grandi, qui sont autour de toi, que tu peux croiser. Je recroise après, oui, qui viennent me voir après aussi. Ça, c'est génial. Et c'est super justement de voir directement aussi le temps, l'énergie, l'envie que tu as consacrée à ces enfants qui grandissent et qui, eux aussi, après, peut-être deviendront des petits adultes en puissance. Puis on voit des traits de caractère qui commencent à s'affirmer. Et après, on les retrouve des années plus tard. Quelquefois, on les projetait dans un domaine. Moi, j'étais persuadée que j'allais retrouver tel ou tel élève dans tel ou tel domaine. Je me suis complètement trompée. Voilà. Mais non, c'est amusant de les voir c'est amusant, c'est satisfaisant de les voir se réaliser. Et puis d'avoir leur retour aussi sur leurs années de primaire ou de collège, avec le petit recul qu'ils ont après. Parce que finalement, tout, école, maison, tous les pans de leur vie, c'est pour pouvoir révéler en fait leur identité, affirmer qu'ils intérieure, se trouver, avoir une sorte d'équilibre dans leur vie. Oui, puis se trouver, et puis de toute façon, on finit jamais de se trouver. Donc ça, c'est un travail, parce que bon, on a l'impression que l'adolescence, ils se cherchent, ils essaient de se trouver, qu'à un moment donné, ils vont se trouver. Bah oui, mais on se trouve jamais. Oui. C'est très très long. Sur connais-toi toi-même. On se connaît jamais vraiment, et je pense qu'on n'a jamais fini. Ouais. Alors on pourrait continuer des heures à dépiler ensemble des tiroirs de la maison apprentissage, éducation, adolescence, ce joyeux mélange, voilà, de savoir, de connaissances, parents, enfants, tous les adultes bienveillants aussi qu'ils ont autour. Et aujourd'hui, on a évoqué beaucoup de problématiques, enfin beaucoup de sujets qui sont aussi des points d'attention particulière en ce moment. Merci Hélène. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir aussi.
À bientôt.